Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro, l'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler sur les quid de la présence de l'ONU en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous avons un invité. Il s'agit de Monsieur Junior Damas Moudipanou, qui est un politologue et membre de la dynamique de politologues du Congo. Bonjour Monsieur Junior. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. On va parler un peu, en quelques mots, de l'ONU. C'est quoi l'ONU exactement? Bon, comme vous l'avez bien dit en quelques mots, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Alors, l'ONU, c'est une organisation qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, s'il faut le dire. Comment c'est juste les États qui voulaient se mettre ensemble après avoir fait le constat sur l'échec de la Société des Nations. C'était une organisation qui avait vu aussi le jour dans le temps pour éviter que les nations, les États puissent entrer en collusion ou bien puissent mener des mouvements de guerre, d'agression, tout ça. Voilà pourquoi les États se sont mis ensemble pour que la vie internationale, la vie sur l'espace international soit régentée et soit régie par un ordre mondial qui est la Société des Nations. Après le constat, l'échec de la Société des Nations, c'est avec l'avènement de la Première Guerre mondiale et puis avec la Seconde Guerre mondiale, c'est ainsi qu'on a mis en place en 1945 l'Organisation des Nations Unies qu'on appelle l'ONU, qui a son siège aux États-Unis. Alors c'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons l'ONU ainsi et là. L'ONU est dirigée par un secrétaire général. Il y a plusieurs secrétaires actuellement. Nous avons M. Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU, mais il y a plusieurs secrétaires qui se sont succédés là-dessus. Okay. Au fait, est-ce que la RDC est membre? Bien sûr que oui, la RDC est membre de l'ONU depuis son accession à l'indépendance. Donc depuis le 30 juin 1960, c'est ainsi que la RDC est membre. Parce que l'ONU, pour être membre de l'ONU, il faut d'abord être État. Alors pour être un État, il faudrait que vous ayez ce qu'on appelle, en dehors d'avoir tous les éléments, mais il faudra avoir aussi ce qu'on appelle la reconnaissance internationale. Donc si vous êtes reconnu par d'autres États, vous pouvez en ce moment-là faire partie de l'ONU. Comme la RDC, sur le plan interne, c'est bon, il a tous les éléments, il remplit toutes les conditions, mais sur le plan international, il a aussi rempli cette condition-là. C'est pour cela que la RDC a accédé et est devenu membre de l'ONU. Et c'est depuis l'indépendance que C'est pour ça l'ONU est arrivée en RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Voilà. C'est une grande question. Je pense que je ne saurais pas entrer en profondeur, mais je vais quand même expliquer. Après l'indépendance, nous avons eu l'indépendance le 30 juin 1960. Alors, avant l'indépendance, il y a eu le mouvement des modérés avec le premier président, M. Kasavubu. Il y a eu le mouvement des radicaux. Les radicaux, c'était avec le premier ministre, Patrice Emery Lumumba. C'est dans ce contexte-là que nous avons accédé à l'indépendance. Vous voyez, madame. Donc, les modérés voulaient qu'il y ait l'instauration d'un État fédéral, donc ce qu'on appelle le fédéralisme. Mais les radicaux voulaient déjà, à cette époque, dès le départ, dès l'accession à l'indépendance, voulaient que nous ayons un État unitaire. C'est déjà une contradiction qui va engendrer beaucoup de réalités jusqu'à ce que l'ONU va venir intervenir. Bon, bref, on a eu l'indépendance le 30 juin 1960. Le 11 juillet, les militaires congolais à cette époque se sont mutinés contre l'ordre belge. Parce qu'après l'indépendance, c'était toujours les dirigeants
au sein de l'armée, il y avait toujours les dirigeants belges qui organisaient l'armée. Mais cette mutinerie s'est faite parce que vous savez très bien que après l'indépendance, le premier ministre c'était Patrice Emery Lumumba, et puis il y avait le président Kasavubu, le premier ministre qui avait la majorité parlementaire. Nous étions dans un régime parlementaire où le premier ministre dirigeait, le président régnait. Donc c'est lui qui avait mis déjà dans sa tête l'idée d'unitarisme, vous voyez, avec un président, lui, qui était modéré avec l'idée du fédéralisme. Donc c'était déjà une collision. C'est ainsi que les militaires se sont mutinés, ils ont commencé à menacer, même à violer des Européennes. Et puis, après un temps, le 12 juillet, c'est la sécession katangaise. Vous voyez comment les choses se sont embrasées rapidement. Il y a eu la sécession katangaise. Les 12, après un jour, je crois, c'est le Premier ministre qui va envoyer un télégramme aux Nations Unies, l'ONU, pour demander un renfort afin de mettre hors d'état de nuire ce que lui considérait. Parce que lui, il était, vous savez, la position de M. Lumumba, c'était déjà une position, madame, radicale, qui voulait à tout prix que les Belges rentrent chez eux. Donc, quand vous parlez des Nations Unies, voilà, ce n'est pas les États-Unis comme pays, mais différentes nations réunies. Je parle des Nations Unies comme organisation des Nations Unies, l'ONU. Donc, quand le Premier ministre a envoyé le télégramme, il a envoyé le télégramme à l'ONU, pour demander un renfort. L'ONU a envoyé le 14 juillet un renfort. C'est le 14 juillet, l'ONU s'exprime à travers des résolutions. Vous voyez, il y a la résolution du 14 juillet 1960. Cette résolution va mettre en place ce qu'on appelle l'ONUC. Vous voyez, l'ONUC, c'est l'organisation et l'opération des Nations Unies au Congo. Vous voyez, c'est à travers cette résolution qu'on va mettre en place l'ONUC, l'opération des Nations Unies au Congo, pour essayer d'étouffer d'abord cette sécession katangaise-là. Mais il y a eu une incompréhension, madame, il y a eu une incompréhension par rapport à ces télégrammes, à cette demande. Pour le Premier ministre, lui, il voulait que l'ONU puisse reconnaître les militaires belges sur le sol congolais comme des agresseurs. Vous voyez? Mais pour les Nations Unies, et ils sont venus intervenir au Congo pour éviter une guerre civile. Donc, c'est deux demandes contradictoires en 1960. Alors, ça va faire beaucoup de dégâts, et le Premier ministre Lumumba, n'ayant pas trouvé son gain de cause, parce que lui, il voulait qu'on intervienne comme étant un État agressé, mais l'ONUC plutôt, l'opération des Nations Unies au Congo, était venue pour soutenir ou bien éviter plutôt une guerre civile. Voilà comment il va se retourner maintenant vers l'Union soviétique. Donc l'ONUC dont vous parlez, c'est la même chose avec la MONUSCO aujourd'hui. Voilà, c'est parmi, une opération. Justement, c'est parmi, avant d'aller même à la MONUSCO, c'est parmi les 3 opérations de maintien de paix qui existaient ici au Congo, en RDC. Vous voyez, nous avons l'ONUC, nous avons la MONUC, nous avons la MONUSCO. Voilà. Tout ça, ce sont des branches, les opérations menées par l'ONU. Justement, ce sont des interventions de maintien de paix. Vous voyez, sous diverses formes et par rapport aux différents contextes. Dans les différents contextes, nous verrons par exemple, mais ces différents contextes sont caractérisés par une situation où le pays, sur son sol, retrouve plusieurs armées qui
plusieurs Des groupes rebelles? Justement, oui, il y a aussi des groupes rebelles, mais il y a aussi les armées des États. Ok. Vous voyez, Qui les sont groupes... au sein des Nations Unies, de l'ONU. Oui, justement, les armées des États qui sont au sein des Nations Unies, oui, ça on peut voir peut-être en 1998, ou, je ne sais pas si je suis allé trop vite, mais je pense que c'est ça, on peut voir en 1998-99, où on a retrouvé l'armée angolaise, l'armée tchadienne, l'armée zimbabwéenne, vous voyez, l'armée ougandaise, l'armée rwandaise ici au Congo. L'armée ougandaise et burundaise était venue pour soutenir les rebelles du RCD et MLC. L'armée angolaise et les autres étaient venus pour soutenir Mouzé, le président Kabila. C'est dans ce contexte-là qu'on avait envoyé la MONUC. Mais là, c'est un peu plus avec l'évolution de l'émission. Nous allons entrer en profondeur. Voilà. Donc, la population doit comprendre que les soldats de paix, ils sont venus au Congo après l'indépendance. Justement, tout Donc, juste depuis après. 1960. En 1960, le 14 juillet. Voilà. Justement, le 14 juillet, je pense qu'avec l'évolution de l'émission, je vais vous trouver cette résolution-là qui a permis que... Parce que l'ONU n'agit pas comme ça. Vous voyez, l'ONU agit par des résolutions. Donc, c'est avec cette résolution qui a institué cette intervention-là. Donc, toutes ces opérations-là, ils viennent en aide aux forces armées de la RDC. Bon, il y avait l'armée zaïroise à l'époque. Aujourd'hui, on a les FARDC. Ils viennent faire quoi exactement? En 1960, c'était pas l'armée zaïroise. Mais avec Mobutu, ils sont arrivés FAC. Avec Mobutu? Oui. Il y a eu les opérations que l'ONU a menées au Congo. Non, les grandes opérations des casques bleus, ce sont des opérations là que je vous ai énumérées. Mais c'est ça, évidemment. Voilà. Sous Kabila les pères. Voilà. Sous Kabila les fils. Voilà. Et puis aujourd'hui avec Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est que la continuité. Parce que déjà en 2010, l'appellation avait changé. C'est avec cette appellation que le président Félix continue d'opérer avec les casques bleus à ses côtés. Bon, disons à ses côtés, bien sûr, mais si je peux raconter votre préoccupation, comme on les appelle, l'armée de paix n'a pas pour vocation de combattre aux côtés des FARDC ou des côtés de l'armée loyaliste. Mais l'armée de paix, l'ONU, le casque bleu, ont pour vocation. D'abord, leurs missions sont bien déterminées. Vous verrez, même dans des recherches, vous allez constater que ils sont là d'abord pour sécuriser la population. Vous voyez? Et être une force d'interposition. Vous voyez? Ce n'est pas donc que, comme je l'entends chez beaucoup de gens, MONUSCO, les casques bleus, depuis qu'ils sont ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont déjà conquis même une portion de terre? Mais non, ce n'est pas dans leurs attributions. Et c'est pour maintenir la paix. Maintenir la paix, d'abord, c'est jouer le rôle d'une force d'interposition. Vous voyez? Qu'il n'y ait pas la perte en vies humaines chez les civils. Et puis, avec l'évolution des choses, le casque bleu peuvent aussi, si nécessaire, à la mesure du possible, permettre à l'État de localiser. Vous voyez, leur permettre avec leur matériel très avancé de localiser. Ça, c'est l'aspect militaire. Mais il y a aussi un autre aspect. L'ONU, par exemple, je prends l'exemple, en 2005, l'ONU a soutenu l'État pour l'organisation du référendum. Vous voyez, en 2006, l'ONU a soutenu l'État pour l'organisation des élections. Vous voyez, donc l'ONU, à côté de la République démocratique du Congo, c'est un partenaire traditionnel, mais qui évolue dans la limite de ses missions établies. Il ne peut pas aller au-delà de ses missions établies. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est quoi? C'est avec nos politiques.
Les politiques ont tendance à instrumentaliser la population contre l'ONU, mais sans pourtant éclairer la population. Quelles sont les résolutions qui ont institué l'ONU ici chez nous? Vous voyez, parce que la population peut aller entrer en collusion avec l'ONU, avec le casque bleu, demander leur départ, mais il faudrait d'abord que nous ayons une approche pédagogique pour expliquer, surtout les partis politiques. C'est parmi les missions d'un parti politique, c'est aussi d'apprendre ces militants. D'abord, quelle est la mission de l'ONU, des casques bleus ici chez nous? Est-ce que l'ONU a extrêmement failli à cette mission pour le faire partir? Bon, ça aussi, on va voir avec l'évolution de l'émission. Mais c'est ça ce qui est intéressant. Mais qui finance les Nations Unies? Voilà, d'abord, c'est les États membres et les partenaires. Mais, d'une manière, ce qu'il faut retenir est que le grand financier des Nations Unies, c'est les États-Unis. Les pays? Oui, c'est les États membres. Les pays de Barack Obama? Voilà. Actuellement, les pays de Joe Biden. Voilà. Donc c'est eux qui financent. C'est eux qui financent. Bon, c'est d'abord, dès le départ, c'est tous les États membres qui doivent financer, qui doivent contribuer. Vous voyez? Mais, entre guillemets, il y a un grand contribuable. Celui qui contribue le plus, c'est les États-Unis. Voilà pourquoi il a dicté le loi. Bon, madame, ce qui est d'abord l'ONU, parce qu'on est allé un peu trop vite, d'abord il faut préciser que dans la création de l'ONU, l'ONU devrait d'abord respecter le principe de souveraineté de chaque État. Vous voyez, tous les États membres de l'ONU sont souverains, sont sur le même pied d'égalité. Là, c'est un acquis, on est d'accord. Vous voyez, mais il y a aussi en relations internationales ce qu'on appelle la notion de puissance. Il y a des pays, des États puissants, des États moins puissants. Ça existe. Vous voyez. Alors, avec cette notion-là, même dans l'Organisation des Nations Unies, il y a aussi les pays qui ont le veto. Vous voyez, les pays qui peuvent dicter. Alors, ces pays-là, c'est classifié par rapport d'abord à cette notion-là de puissance. Vous voyez, de puissance technologique, de puissance économique. Vous voyez, tout ça, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui, certaines personnes appréhendent cette conception de dicter la loi comme si c'est nécessaire. Mais cela relève un peu de la pondération des États face aux autres États. Voilà. Monsieur Junior, avant de continuer, on va d'abord suivre ce reportage et on se retrouve juste après. Okay, merci. C'est un rapport qui répertorie plus de 600 crimes commis au Congo entre 1993 et 2003. Et ce sont des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire, dit le rapport, de crimes de génocide. Alors pour ce qui est d'un possible génocide, il s'agit de la tuerie de civils Hutus, notamment des femmes et des enfants qui avaient fui en même temps que les génocidaires Hutus au Congo, après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et donc à l'époque, on avait mis en cause des groupes armés congolais soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Dans ce rapport mapping, les enquêteurs, en fait, ils ont interviewé plus de 1200 témoins et plus de 200 ONG. Le rapport mapping, en fait, il a préconisé l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et 10 ans après, il n'est toujours pas là, ce tribunal. Et puis, il y a dans ce rapport la liste des présumés coupables qui n'a jamais été rendue publique. Et pour savoir pourquoi, eh bien, notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonnereau, a posé la question au directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Écoutons sa réponse. Pour tous nos rapports d'enquête, nous avons des listes d'auteurs présumés. Ces listes-là sont mises à la disposition des enquêteurs judiciaires, en réalité. Ils sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Nous remettons ces listes à la justice militaire. Dans le cas du rapport mapping, le Haut Commissariat a répondu en 2016 en disant de façon claire qu'il y a une base de données. Si des poursuites sont ouvertes, cette base de données sera mise à la disposition de cette juridiction-là qui est mise en place. Mais nous nous assurons, nous, des conditions de protection de l'identité des victimes et des témoins pour éviter des représailles. C'est extrêmement important, compte tenu du contexte. Vous avez des groupes armés qui sont encore très actifs. Vous avez encore, dans les forces de sécurité et de défense, des gens qui auraient intérêt à ce que les témoins... Vous avez vu le reportage de nos confrères de France 24 où ils parlent de 617, évidemment,
les rapports mapping publiés en 2010. C'est toujours les rapports, les enquêtes menées par l'ONU. Mais malheureusement, le Rwanda, qui est cité comme étant aussi l'auteur de certains crimes, n'accepte pas. Est-ce que l'ONU a vraiment de la force sur ces nations, ces différentes nations membres? Bon, en fait, le rapport mapping, c'est un rapport qui table sur les enquêtes allant de 1993 à 2003, 10 ans. On a répertorié des atrocités indescriptibles. Vous voyez, madame? Alors, c'est dans le rôle de l'ONU d'enquêter, mais ce n'est pas dans le rôle de l'ONU d'établir des responsabilités. Vous voyez? Donc, vous enquêtez, vous mettez à la disposition de ceux qui doivent établir les responsabilités afin de trouver qui est coupable et qui n'est pas coupable. Vous voyez? Mais dans ces rapports, il est cité qu'il y a le Rwanda, l'Ouganda qui ont soutenu ces atrocités-là. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est un peu difficile parce que qui est victime dans cette situation? C'est l'État congolais, parce que ce sont les Congolais qui sont morts. On parle d'autant de millions de morts, vous voyez, madame. Mais qui doit faire la pression pour que justice soit faite? C'est le Rwanda qui est accusé, qui doit faire la pression, ou c'est l'État congolais qui doit faire la pression? Moi, je pense que ce qui est important, c'est à nous. C'est le chef de l'État, le garant de la diplomatie, qui doit d'abord organiser ses services pour qu'il y ait un fort lobby afin de trouver, ce qu'il lui-même avait dit, une juridiction plutôt compétente pour d'abord établir la responsabilité. L'ONU a fait déjà son travail. Son travail d'abord c'est d'enquêter. Il a enquêté. Mais les enquêtes, c'est en fait, c'est comme si aujourd'hui on disait qu'il a volé. Ce n'est qu'une présomption, mais on n'a pas fini, on n'est pas allé au bout. Vous voyez, pour aller au bout, c'est d'abord l'établissement d'une juridiction compétente pour juger ces affaires-là. Alors, qui doit faire la pression pour qu'on juge ces affaires? Ce n'est pas le Rwanda qui est accusé, c'est l'État congolais. Vous voyez. Mais hélas, ce qui est un peu bizarre, c'est quoi? C'est que moi j'appelle souvent que notre diplomatie a tendance un peu d'aller avant et puis d'aller un pas en avant et puis faire 5 pas en arrière. Donc c'est que j'ai dit, la diplomatie qui balbutie. Vous voyez, hier c'était les Rwandais qui étaient nos frères, qui étaient nos proches. On est allé même à signer des partenariats, des échanges commerciaux, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, d'abord hier on avait oublié que les Rwandais sont cités dans le rapport mapping. Vous voyez, parce que c'est ça aussi la logique des choses. Les rapports mapping tablent sur 93-2003. Les Rwanda et l'Ouganda sont cités. Le président Tshisekedi vient au pouvoir en 2018. Il dit qu'il ne va pas faire une marche en arrière. Ils vont aller de l'avant. Donc c'est quelque part comme si on a dit que ces morts-là, on les oublie. Vous voyez, madame. Mais maintenant, dans cette logique-là, qu'est-ce que l'ONU doit faire? Qu'est-ce que l'ONU doit faire? Donc, ce que moi je pense, c'est que l'ONU a déjà fait son travail. Il nous reste, nous, de faire notre travail, donc de mettre la pression pour que cette juridiction soit mise en place afin de citer, afin de condamner plutôt ceux qui ont commis des actes allant jusqu'à causer des milliers et des milliers de morts des Congolais. C'est dans cette logique-là. Voilà, avant de poursuivre, hein, on va suivre encore un autre élément et on se retrouve juste après.
L'ONU est entrée dans le 21e siècle du point de vue technologique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais eu, mais qui est utilisé aujourd'hui par de nombreuses armées et organisations à travers le monde. Je crois que nous devions l'avoir pour permettre à nos forces de mieux travailler lorsqu'elles effectuent leur mandat. Voilà, ce sont des drones. L'ONU a des matériels nécessaires pour aller dans tous les coins de la RDC. C'est ce que manque la RDC. Mais pourquoi alors le Rwanda continue de douter sur le rapport mapping publié par l'ONU? Bon, parce qu'ils ont des preuves. je pense que même, je crois il y a de cela, si je ne m'abuse pas, 1 an ou 2 ans, que ces rapports avaient fait encore surface. Vous voyez? Mais le président Kagame avait balayé ça. Il a dit, bon, ça dépend de celui qui veut prendre ça en considération. Vous voyez? Donc, c'est justement ça ce que je viens de dire, que l'ONU a fait son travail. Mais l'ONU n'a pas qualité de condamner. Vous voyez? L'ONU n'a pas qualité de condamner. Il a fait son travail. Ses enquêteurs sont descendus sur terrain avec ces matériels sophistiqués, les drones. Ils ont enquêté. Ils ont dit que le constat est là, et là, et là. Maintenant, il faudrait mettre une... Je prends par exemple le mot, si je vais prendre le mot du docteur Mukwege. Lui, il prend sur cette juridiction-là une juridiction qui sera mise en place par la communauté internationale pour juger sur tous les crimes commis en RDC durant la période auquel le rapport mapping s'est établi. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Mais ce que moi j'ajoute, c'est quoi? Ce n'est pas que c'est moi, Tama Junior, qui doit aller faire la pression. Non. C'est les autorités de l'État qui doivent faire cette pression-là pour que cette juridiction soit mise en place. Vous voyez, madame, afin que la justice soit rendue. Mais si vous, les autorités, aujourd'hui, vous oubliez, et quand ça choque, vous reprenez, je pense que quelque part, on ne va pas vous prendre au sérieux. Il faudrait être constant. En politique, la constance, c'est une qualité majeure. Et il faudrait que, avec l'évolution des choses, nos diplomates, nos institutions pensent à rester constants, quels que soient les yeux doux que le Rwanda, l'Ouganda peuvent nous faire. Je prends quand même un exemple. Vous êtes au courant que actuellement les FARDC sont appuyés par l'armée ougandaise. Mais cette armée-là est citée aussi dans les rapports mapping. Comment voulez-vous que l'ONU puisse militer pour mettre cette juridiction en place, qui doit juger les crimes causés à l'Est durant cette période du rapport mapping? C'est difficile parce que nous-mêmes, nous ne savons pas d'abord nous prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux cette situation. Nous devons prendre à cœur Donc c'est prendre au sérieux, c'est mettre fin de relations bilatérales avec les autres pays. Voilà, c'est une question très capitale, madame. Quand vous posez la question de mettre fin aux relations bilatérales, c'est ça. Comment voudriez-vous que nous évoluions quand on n'a pas encore réparé? Vous voyez? Et si, comme on n'a pas mis fin aujourd'hui, et qu'est-ce qui a changé? Parce que on pouvait dire que bon, on change d'abord des méthodes, on essaie d'arranger les choses, on oublie, et on a oublié, mais rien n'est changé parce qu'il y a encore un rapport qui vient de paraître ici. Cette armée-là est citée encore. Vous voyez? Moi, j'estime qu'il est important que nous-mêmes, nous nous organisons d'abord à l'interne avant d'aller à l'extérieur pour chercher des relations bilatérales. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser à l'intérieur? Ah oui, ça c'est une autre question capitale. Qu'est-ce qui nous empêche? D'abord, il faudrait qu'il y ait d'abord le respect des institutions. Le respect des institutions et puis la dépersonnalisation des institutions. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui,
les politiques congolais ont tendance à confondre l'institution et la personne. Et c'est sur base de ces problèmes-là qui créent d'abord beaucoup de désordre ici chez nous. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Vous voyez, on amène tout comme ça. Voilà, c'est ce qui bloque la machine politique du Congo. Parce qu'on n'a pas cette notion-là de la priorité. Par exemple, la question de la sécurité à l'Est, c'est une question très prépondérante. Vous voyez, mais aujourd'hui, on n'a pas voulu d'abord répondre concrètement à cette question avec des moyens ou bien des techniques appropriées. On est allé vite en besogne. Vous voyez, on est allé vite en besogne avec des relations diplomatiques qui ont coûté d'abord à la caisse de l'État beaucoup pour faire tous ces déplacements. Et puis aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Cependant qu'il y avait quelque chose, il y avait déjà un élément qui devait d'abord nous orienter logiquement. C'est ces rapports mapping. Vous voyez, madame, ces rapports déjà établis. On devait d'abord partir par là. Moi, je pars d'abord sur les relations diplomatiques sous-régionales. Vous voyez, entre l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. On est allé vite pour oublier d'abord ce qui était dit, tisser d'autres relations, signer des accords pour la raffinerie des non-minéraux, tout ça. Et après, aujourd'hui, je pense que tout ça est dans les oublis. On a oublié ça. Maintenant, on est passé à autre chose. C'est la guerre qui est revenue. Or, on avait déjà parlé de la guerre dans les temps. C'est un peu ça la situation du Congo. Donc, on doit d'abord respecter les institutions. On doit dépersonnaliser les institutions dans le genre que, par exemple, aujourd'hui, parce que je suis pro, on s'identifie aux personnes. C'est ça la politique interne ici chez nous. On ne s'identifie pas à la règle. On s'identifie juste aux personnes. Parce que je suis pro-tel, donc tout ce qu'il prend comme décision, c'est ça. Mais madame, la rationalité n'est pas démocratique. Hein? Vous voyez, la rationalité n'est pas démocratique. Vous voyez, vous pouvez être nombreux, mais vous êtes à côté. Vous voyez, c'est ce que moi je constate maintenant. C'est ce que moi je constate. Vous avez dit que les Nations Unies ont ce pouvoir-là de mener des opérations, de maintien de paix en RDC. Ils ont commencé après l'indépendance de la RDC en 1960. Et si aujourd'hui, comme la MONUSCO crée problème et que les pays décidaient, la RDC décidait de faire partir la MONUSCO, donc les Nations Unies pourront nous amener une autre opération. Ils ont ces droits-là. Voilà. D'abord avec la fameuse, c'était la résolution 143 qui a créé l'ONU. Donc, faire partir la MONUSCO, oui. La RDC peut demander que la MONUSCO rentre, vous voyez. Mais ce qui n'est pas intéressant, c'est quoi? C'est la politisation du départ de la MONUSCO. Vous voyez, vous savez, en politique, il faut faire attention. L'homme politique est très rusé. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme politique peut instrumentaliser la population pour demander le départ de la MONUSCO. Mais vous pensez que c'est parce que la MONUSCO a failli à sa mission. Vous voyez? Mais cependant que ce n'est pas ça son souci. Ce n'est pas ça son souci. Vous voyez? Peut-être il peut constater que la MONUSCO commence à s'ériger en épine pour atteindre ses propres calculs. Je vous donne un exemple. Vous vous souviendrez que le président Kabila voulait le départ de la MONUSCO, n'est-ce pas? À cette époque-là, le président Tshisekedi dans l'opposition. Il voulait que les élections se fassent, mais avec la MONUSCO. Parce que la MONUSCO était aussi un moyen pour certifier les résultats. Vous voyez? Aujourd'hui d'abord, quand l'homme politique veut que la MONUSCO part, l'État congolais, moi j'ai dit l'homme politique parce que c'est... en termes d'élection, on ne voit pas l'État, on voit les individus. En termes d'élection, je dis bien. Donc, l'homme politique aujourd'hui, les hommes politiques veulent que la MONUSCO rentre. Est-ce que c'est parce que la MONUSCO a failli à ses missions
Si oui, quelles étaient les missions de la MONUSCO? C'était de combattre aux côtés des FARDC? Non. Ouais. Si peut-être ils envisagent autre chose, que cette chose-là se fasse sans la présence de la MONUSCO, on ne sait pas. Mais c'est dans leur droit de demander le départ de la MONUSCO. Et je pense que la MONUSCO a encore mandat jusqu'en fin, à la fin plutôt de l'année 2022. Donc c'est après le Conseil de sécurité réuni qu'on verra si ce mandat sera encore prolongé ou bien sera... Mais donc, même qu'on prolonge ou pas, on peut créer une nouvelle opération? Bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. On peut créer, c'est par rapport à la donne sur terrain. Et vous pour voyez, créer cette nouvelle opération, la RDC doit demander ou les Nations Unies vont imposer? Bon, justement, d'abord, il y a deux options. Il y a deux options. Ça peut se faire sur la demande de la RDC. Justement, que non, nous avons vu que ça, on peut demander et on peut envoyer une autre mission qui a d'autres priorités. Ça peut se faire. Mais ça peut aussi se faire vu la gravité de la situation sur terrain. Vous voyez? Alors, la communauté internationale peut s'enquérir de la situation et puis envoyer une autre opération sur terrain. Je pense que vous avez suivi avec les diplomates américains qui étaient ici, je crois, au cours de la semaine. Voilà. Lui, il avait dit, pour lui, les États-Unis, pour lui, il pense que on ne peut pas à ce stade faire partir la MONUSCO. Mais au moins, on doit trouver un mécanisme pour appuyer la MONUSCO face à la situation que le Congo a. C'est dans ce sens-là que lui, il a raisonné. Et moi, je pense que, quelque part, il a raison. Parce que, nous avons les élections en vue qui arrivent. La MONUSCO qui joue un rôle très important. Nous avons la résurgence de plusieurs groupes armés. Et notre armée aussi a beaucoup de problèmes de logistique. Des fois, on s'appuie sur la logistique de la MONUSCO. Et si la MONUSCO partait, qui va combler ces vides dans peu de temps? C'est compliqué. Donc il faut trouver, moi j'estime qu'il faut trouver un mécanisme qui peut appuyer la MONUSCO pour nous permettre de sortir de cette impasse. Faire partir la MONUSCO, c'est un peu faire les choses à la hâte. C'est pas à cause de toutes ces opérations-là qui fait que l'armée congolaise n'est pas organisée? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est juste à cause des... bon, permettez les termes, à cause de l'irresponsabilité de l'homme politique congolais que l'armée n'arrive pas à se mettre debout. Parce que toutes ces opérations, ce n'est pas ces opérations qui freinent les réformes au sein de l'armée. Chaque fois, même la communauté internationale nous demande de mettre en place des réformes au sein de l'armée. Et moi, je pense que ces réformes doivent être axées sur des éléments prioritaires, comme la motivation d'abord de l'armée. Est-ce que les militaires sont bien motivés? Je ne pense pas. Monsieur Junior Damas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.